Un parfum, c'est quelque chose de très personnel. Vous aimez le musc, les senteurs orientales, moi pas. Vous préférez la fraîcheur florale ou citronnée, eh bien moi aussi. Un point commun à tous ces parfums, c'est que leur conception peut prendre un temps fou avec des matières premières synthétiques ou naturelles. Il faut bien réaliser qu'en Suisse et à Genève en particulier, nous avons les deux plus grandes entreprises de composition de parfums, Givaudan et Firmenich, un monde très fermé. La parfumerie cultive le secret industriel. Mais néanmoins, des portes se sont ouvertes, ce qui est assez rare. Souvent, dans un reportage sur le parfum, on vous vendra les collines de Grasse, recouvertes de jasmin. Des millions de fleurs à peine écloses au petit matin. Ou alors, on vous emmènera dans la capitale du luxe et des lumières, dans le sillage d'une Parisienne, enrobée de roses et de tubéreuses. Des images poétiques, mais qui ne sont qu'une facette de ce monde. Car en matière d'odeur, Genève et sa chimie seraient presque plus au parfum. Le bout du lac est devenu la Silicon Valley des senteurs, avec les deux leaders mondiaux que sont Givaudan et Firmenich. On appelle cela des maisons de composition. Dans ces endroits très secrets, on cherche de nouvelles molécules de synthèse, mais on invente aussi des parfums pour de nombreuses marques. Et pour cela, il faut ce que l'on appelle dans le jargon un nez. Alors, la vanille bourbon, ça devient une essence très très difficile à trouver, très chère. Je vais l'associer surtout aussi avec une rose. Ici, vous entrez dans le Saint des Saints, l'atelier du maître parfumeur Alberto Morillas. Ces formules secrètes griffonnées sur un bout de papier sont après pesées et repesées des milliers de fois. Pour le moment, je vais garder cette intensité et je vais quand même associer avec le jasmin ce fameux Sambac Inde. Depuis un demi-siècle, dans cet atelier genevois, Alberto Morillas a créé parmi les plus grands succès de la parfumerie moderne. CK1, Kenzo Flower ou encore le Ressent Bloom. Si on vous donnait que la rose, vous seriez heureux ? Ah non, parce que ça serait limité dans mes créations. Parce que la rose, elle est très belle, le jasmin encore plus beau. Mais sans ces fameuses molécules de synthèse, il n'y aurait plus de parfumerie. Et il n'y aurait plus de rêve dans la parfumerie. Les molécules de synthèse permettent soit de remplacer des matières naturelles extrêmement rares, chères ou interdites, soit de capturer des odeurs presque inimaginables. Je vais vous faire découvrir aussi la fameuse calone qui a été trouvée aussi chez Firmenich et qui donne cette note aquatique. L'eau, on ne peut pas l'extraire. L'eau est quelque chose de translucide, impalpable. Mais grâce à cette fameuse molécule, j'ai créé cette odeur aquatique qui rappelle les vacances. Et sans cette molécule, c'est quasiment impossible de pouvoir créer l'émotion de l'aquaditio. Chaque année, les labos développent environ 3000 nouvelles molécules. Sur ces 3000, seulement 200 passeront la première évaluation. Et 6 ans plus tard, avec un peu de chance, il en restera 4 dans la palette du parfumeur. Parmi elles, la mucénone ou l'ambrox. Autant de molécules qui viennent remplacer les sécrétions animales d'un petit bouquetin du tonkin ou les concrétions issues du cachalot. L'ambrox, c'est une molécule magique. Elle amène le côté minéral à un parfum. Elle amène un côté solaire, d'une texture comme une patine sur un meuble. Elle amène tellement des facettes de qualité, de mystère. Et ces fameuses molécules que je vous fais découvrir, tout le monde ne peut pas très bien la sentir. Mais c'est au moment où elle est mise en scène avec d'autres produits qu'on retrouve la magie. Le parfum doit vendre du rêve, mais il doit surtout répondre à la commande d'un client, le brief.
Les parfumeurs de firmes niches sont donc des sous-traitants et sont souvent mis en concurrence avec d'autres maisons de composition, à Genève, à New York ou à Paris. D'où l'importance de réajuster continuellement le jus. Sur la table de cette autre nez, c'est 4 propositions de la journée qu'elle va tester sur peau, avec l'aide de son évaluatrice qui fait le lien avec le client. C'est le seul moment où on peut vraiment confirmer des modifications d'un parfum, quand on le voit vivre sur peau. Là, il y a combien d'essais? Vous en êtes combienième essai? Sur ce thème, on en est à peu près 200 essais. On y va, mais sur moi. Commence un étrange ballet, très animal et technique en même temps. C'est très net. Pour moi aussi. On a un qu'on élimine parce qu'on ne voit pas assez de facettes intéressantes. Et il y en a 2 qu'on garde parce qu'on voit dans l'un une facette très florale qui est bien équilibrée sur peau. Mais le client, c'est ça qu'il a demandé. Il a eu un coup de cœur sur une note. Donc à partir de ce moment-là, on essaye d'améliorer en fait ce coup de cœur, de le rendre plus grand et à la fois plus parfum. Donc on essaye de lui trouver à la fois de la modernité et de répondre en effet au brief. Oui, c'est ça. C'est aussi faire un jasmin pour les jeunes. Aujourd'hui, les jeunes ont beaucoup eu l'habitude de sentir des notes très gourmandes. Et on veut le challenge, là, c'est de les sortir de ce territoire. Et donc, voilà, l'idée, c'est comment réintroduire des fleurs blanches emblématiques pour les nouvelles générations. Un bouquet opulent de fleurs blanches, c'est aussi le dernier succès d'Alberto Morillas, lui qui a créé plus de 500 parfums durant sa carrière. Quand vous voyez un tableau, vous voyez les couleurs. Chacun peut comprendre le rouge, le vert. Un parfum, c'est très abstrait. Donc, il faut l'expliquer. Il faut rassurer le client, parce que le client va investir 60 millions sur un parfum, mais quand même, c'est quelque chose de très impalpable. Bonsoir Marion Falliou. Bonsoir, Vous avez réalisé ces reportages avec Régis Mégy. Il faut peut-être quand même rappeler qu'un jus peut être plus ou moins dilué. Oui, effectivement, parce que qu'est-ce que c'est un parfum? Un parfum, c'est donc un concentré de matière odorante qui va être dilué dans de l'alcool et un peu d'eau. Et c'est le niveau de dilution qui va faire les différentes parties de parfum. Il y a toute une gamme, en fait. On part des eaux fraîches qui sont 2-3%, c'est très très peu, jusqu'à 30% de concentration de parfum pur. Et donc, vous voyez, il y a les eaux fraîches, les eaux de Cologne. Les eaux de toilette, c'est là où c'est la plus répandue, c'est 5 à 15% de parfum pur. Et puis après, on passe aux eaux de parfum où il y a plus de tenue, plus de sillage. Et puis enfin, l'extrait de parfum. Il va coûter évidemment beaucoup plus cher que le premier. Qui évidemment coûte beaucoup plus cher que le premier, mais est censé tenir beaucoup mieux que le premier aussi. Il y a un mot qui revient souvent, c'est le brief. Qu'est-ce que c'est? Une commande? Oui, c'est exactement ça. C'est une commande et c'est vraiment le mot le plus important qui revient partout quand on parle de parfum. En fait, ça peut être très variable. Ça peut être presque une fiche technique. On regarde quelle gamme on a dans notre marque et puis on se rend compte qu'il nous manque un produit. On va demander alors à un parfumeur, voilà, il me faudrait un parfum pour une jeune fille de 20 ans, asiatique. Donc là, c'est vraiment, on demande des choses extrêmement précises. Parfois, on est un petit peu plus, c'est un peu plus vague, un peu plus large, mais c'est vraiment la chose la plus importante parce que c'est à partir de ce brief qu'il va y avoir des allers-retours constants entre la marque et la maison de composition pour arriver à la cible que la marque s'est choisie. D'accord. En tout cas, une chose est sûre, on n'aime pas beaucoup parler d'argent dans ce milieu. Et en tout cas, vous avez réussi à obtenir des informations sur la composition du prix d'un parfum de marque. Et on va voir que le marketing joue un rôle fondamental. Au début des années 2000, Stella McCartney est la nouvelle hit girl du moment. Un père célèbre, des amis glamour et une nouvelle marque de vêtements à faire tourner. En 2003, Marie-Hélène Reims, en tant que directrice marketing, a été chargée de lui créer un parfum suivant le modèle bien éprouvé par Coco Chanel. On a de plus en plus de couturiers qui lancent leur marque de parfum. Créer une marque va jouer sur 2 axes qui à la fois permettre à ces couturiers de se faire connaître et se faire connaître différemment, attirer
des nouvelles clientes dans leur marque qui pourront acheter un parfum et pas forcément un vêtement. Et effectivement, les volumes de vente de bouteilles de parfum étant quand même souvent chiffrés à plusieurs centaines de milliers, voire des millions pour d'autres, ça apporte tout de suite beaucoup de fonds et de cash dans la marque. On a pris note de ces envies et on l'a traduit dans un brief qui a servi à briefer des flaconniers, les nez. On va leur expliquer l'histoire du parfum. En l'occurrence, pour le nez, le brief, c'était on veut une rose, mais on veut une rose anglaise, on veut une rose ancienne, mais on veut pas une gentille rose, on veut une rose qui devienne sexy, un peu sombre, mystérieuse. Et puis, on se sert de ce même brief pour aller voir des créateurs de flacons, leur disant voilà, on veut l'histoire de ce parfum-là, on voulait quelque chose donc qui soit dans cette veine-là, un peu comme ce que Baccarat faisait dans les années 30. Et puis le plus important, la com, avec la première communication où on retrouve le nom de Stella, la signature Stella McCartney, ce parfum phare qu'on voulait mettre en avant, et puis surtout le portrait de Stella. Car c'est l'un des secrets les mieux gardés dans la parfumerie. Le vrai chef, c'est le marketing. Le marketing va réfléchir à ce qui manque ou à ce qui pourrait susciter l'envie dans une cible bien déterminée. Et à partir de cette identification-là, une connaissance parfaite du marché, va pondre une histoire qui va se traduire quelques années plus tard, quelques mois plus tard, dans un parfum. Et l'importance du marketing va se retrouver dans la décomposition du prix d'un parfum. Grosso modo, flacon, jus, on était autour des 5-6 euros par là. Finalement, ça va être vendu aux distributeurs dans les 30 euros. Je vous donne des fourchettes un peu larges. Et puis, ça sera vendu à la consommatrice un peu moins de 60 euros. Dans cet exemple, on voit donc que le jus et le flacon ne représentent qu'une toute petite partie du prix. Dans le monde du parfum, on vend du rêve. Mais à la revue Nez, on veut vendre de la culture olfactive et donc décrypter le rêve. Johan Servi est un spécialiste de la parfumerie moderne et de ses rouages. L'impact de la campagne publicitaire va être phénoménal. C'est ce qui va, dans un premier temps, en tout cas, amener la consommatrice, le consommateur dans la parfumerie, éventuellement. Ensuite, c'est l'accroche visuelle. Donc, c'est un beau flacon, une couleur, un nom attrayant, pourquoi pas. Et évidemment, dans un troisième temps, l'olfactif. Dans la catégorie blockbuster, La vie est belle est un modèle du genre, objet marketé jusque dans ses moindres détails. Tout sonne juste dans ce parfum. Dans le sens où, en tout cas, tout a été fait, a été pensé et répondait au bon moment aux désirs, aux envies des consommatrices. Donc on est sur un flacon lourd, massif, avec un verre épais. C'est une certaine idée du luxe en parfumerie. On a l'impression qu'on a un bel objet, lourd, donc de qualité. Là, je m'exprime un peu comme un client qui fait face à ce produit. La couleur rose, donc qui attire le regard, qui est pétillante. Donc le nom, son égérie, qui est un peu intemporel, sans âge, connu dans le monde entier. Et puis un parfum qui, lui, va être très puissant, affirmé, gourmand. La vie est belle caracole en tête des ventes depuis plusieurs années et entraîne dans son sillage toute une tendance de parfums roses, girly, sucrés et qui doivent se remarquer. Le flacon est au parfum, ce que la robe est à la femme. Dans la famille Dinan, on le sait bien, puisqu'on est flaconnier de père en fils. Jérôme est la 3e génération, mais depuis ses débuts, le métier a bien changé. Ce sont parmi mes premières créations, ou ce flacon pour Oscar de la Renta en forme de galet. Le genre d'exemple de flacon que l'on fait de moins en moins et qui sont vraiment l'essence du luxe. Les flacons ultra luxueux, verseurs, se font de moins en moins et la vie des parfums est de plus en plus courte. Il faut savoir aussi que le marché est inondé de lancements. Il sort à peu près 10 parfums par jour.
Une partie de l'industrie est devenue quasiment du parfum prêt-à-porter, du parfum que l'on développe rapidement. Donc ça a aussi un impact budgétaire sur le travail de designer, où on ne va plus travailler 1 an ou 2 ans sur un parfum, mais 1 mois ou voire quelques semaines pour proposer des directions créatives. Cette fuite en avant pour toujours plus de lancements a fait naître une nouvelle tendance dans la parfumerie depuis 20 ans. C'est le nouveau Black Opium eau de parfum intense qu'on vient de recevoir. On reconnaît bien l'original de Black Opium, la première version. Effectivement, il y a des déclinaisons de plus en plus nombreuses pour chaque référence, c'est-à-dire qu'un parfum, finalement, après quelques années, devient presque une ligne entière à lui tout seul. Il y a une gamme qui est tellement large, donc c'est ce qu'on appelle dans le métier les flankers. Donc des déclinaisons, c'est-à-dire que la marque va lancer dans un premier temps une eau de parfum, une eau de toilette, et par la suite une déclinaison qui sera intense, légère, sublime, après des adjectifs comme blanc, bleu, noir, voilà. Toujours dans l'idée de lancer une nouveauté sur le marché, de capter l'attention de la consommatrice et du consommateur et d'exister en permanence. Voilà. Un exemple intéressant selon moi, c'est Opium d'Yves Saint Laurent. Donc là, vous avez le flacon du parfum d'origine de 1977. Donc vous avez le flanqueur, du flanqueur, de la version modernisée de l'original. Enfin, je peux envoyer les deux. J'ai juste pas montré, j'ai pas eu l'occasion de montrer ça encore. Et c'est cette agence de publicité parisienne, une des plus grandes, qui a été choisie pour orchestrer la renaissance du parfum Opium, 40 ans après sa création. Black Opium a été brillamment pensé par Yves Saint Laurent Beauté comme la plus jolie façon de revisiter le mythe d'opium, celui de Monsieur Saint Laurent, mais en s'adressant à des milléniaux et en projetant dans l'époque avec une empreinte culturelle très actuelle qui effectivement nous montre cette femme très forte, au charisme incroyable, emmenée dans son addiction au parfum, sa communauté qui ressemble elle aussi à l'époque et aux gens à qui on veut s'adresser. Et Black Opium est véritablement devenu une franchise avec de nouvelles déclinaisons qui s'ajoutent année après année. C'est le rôle du communicant que de chercher le meilleur moyen, le meilleur vecteur pour aller chercher les gens et leur dire quelque chose. La vraie différence, c'est qu'ils sont plus difficiles à aller chercher aujourd'hui parce qu'on ne se bat pas que contre des marques. Le combat pour l'attention, aujourd'hui, on le mène contre tout le monde. Parce que quand bien même vous réussiriez à faire le buzz, qui a été un mot dont beaucoup de gens ont raffolé ces dernières années, c'est même plus le sujet en réalité, parce que vous pouvez créer l'événement un jour et être oublié le lendemain. C'est vrai que la concurrence est rude sur ce marché des parfums. Alors, Marion, vous avez cherché à décomposer le prix de parfums à plusieurs, mais l'enquête a été très difficile. Ça a été vraiment presque une fin de non-recevoir. Parce qu'en gros, les gens nous disaient, mais dans le parfum, on vend du rêve, donc on ne vend pas d'argent, quoi. Et on ne parle pas d'argent. Cela étant, il est vrai que c'est assez compliqué de comparer des choses. Par exemple, une eau de Cologne où il y a 2% de concentré de parfum et puis un parfum qui aura 40%. C'est compliqué de donner des prix. Mais vous voyez, nous, on a eu, effectivement, on vous a donné un exemple, parce que celui-là, on l'avait, on savait exactement comment il était décomposé, ce qui donne quand même les marges à peu près. On peut se dire que vraiment, le flacon et le jus, c'est pas beaucoup. Et effectivement, le marketing, c'est énorme. Et alors, concernant le prix des parfums, pourquoi est-ce qu'il y a tant de rétention d'informations dans ce secteur ? Bon, alors c'est un peu compliqué, mais il y a quand même quelques raisons objectives. Le fait déjà que les maisons de composition sont mises en concurrence. C'est-à-dire que la marque va demander « faites-moi un parfum », mais elle va demander à plusieurs maisons de composition qui vont véritablement faire des matchs de poules. Et puis après, on va arriver en demi-finale, puis en finale. Et en fait, c'est celui qui va gagner la commande va être payé, mais tous les autres auront travaillé pendant parfois 6 mois et auront mis des heures de travail et n'auront absolument rien à la fin. Donc ça, c'est quand même quelque chose ils ont mis énormément d'investissement pour rien. Ça fait recherche et développement.
Voilà. Ensuite, après, il y a le problème de l'approvisionnement en matières premières. Les prix peuvent totalement fluctuer. Vous avez une très mauvaise météo, vous n'avez pas pu avoir votre récolte de jasmin, vous êtes bien embêté. Et il y a aussi le fait que c'est tout de même un objet de luxe. Et donc, tout autour, tout doit être luxe. C'est-à-dire que vous allez devoir former des vendeuses qui vont venir vous présenter le produit. Vous allez avoir des magnifiques flacons, on les a vus dans notre reportage. C'est des factices, ils appellent ça. C'est des énormes flacons de 3 kilos de parfum. C'est fait pour faire beau, mais ça coûte cher. Merci beaucoup Marion. Et puis dans ce secteur, vaste secteur de la parfumerie, on observe un changement qui vous a peut-être sauté aux yeux ou pas. Il est important en tout cas, à côté de ce qu'on appelle la parfumerie sélective, dont on vient de parler avec tous les parfums qu'on peut trouver dans les grandes surfaces, se développe une nouvelle tendance qui a le vent en poupe, les parfums de niche dans lesquels le marketing n'a pas vraiment d'importance. Un écrin discret en vieille ville de Genève. Une atmosphère feutrée de boudoir pour ce que l'on appelle ici de la haute parfumerie. Il sent la fleur d'oranger, il sent les agrumes, il sent les aromates, il sent le jardin. Il a une petite pointe d'iris, il sent la rosée sur l'herbe un matin de printemps. Dans cette boutique, on ne vend que des marques de niche, dont certaines sont distribuées en exclusivité. Une marque de niche, c'est une maison avec de petits tirages, des flacons uniformes et surtout, et c'est un comble, où la priorité est donnée au parfum. Voilà une de nos petites perles que je souhaitais vous présenter. La voici, c'est le Santalum. Immédiatement, dès que je le sens, je pense aux taille-crayon que j'avais en 5e primaire. Et à chaque fois que je sens ce parfum, je suis transportée quelques 30 ans en arrière. C'est du bois de santal pur. 40% de parfum pur pour 100 ml de parfum. C'est exceptionnel au niveau de la concentration. La parfumerie de niche a l'avantage de proposer des parfums différents qui vont vraiment sortir des sentiers battus parce qu'on peut, en parfumerie de niche, se permettre d'utiliser des ingrédients qui seraient refusés par la parfumerie sélective. Et en parfumerie sélective, évidemment, on a envie de plaire au plus grand nombre de personnes. En parfumerie de niche, on peut proposer des choses très originales, très recherchées, avec un tirage très limité pour un certain parfum. L'essor des marques de niche date des années 2000 en réaction à la parfumerie grand public. Elles représentent dorénavant 10% des ventes, sans pub ni égérie. Cette bonne santé du secteur a donné un nouveau souffle à une petite zone en Normandie, la Glace Valley, où l'on trouve les dernières verreries semi-automatiques. Ici, la place de l'homme est encore primordiale. Pour sortir un flacon du four chauffé à plus de 1000 degrés, il faut au minimum 3 personnes. Un cueilleur, un presseur et un démouleur. On a donc des fabrications en très petite série, avec, comme vous le pouvez le voir ici, une action manuelle très importante. Donc on est vraiment dans du semi-artisanal ou semi-mécanisé, selon de quel point de vue on se place. Ils ont la capacité de pouvoir réaliser des flacons à la fois exceptionnels dans leur forme, dans leur poids parfois, mais aussi et surtout en petite série. Et c'est justement cela que les marques de niche viennent chercher. Seule une petite verrerie peut accepter une commande d'à peine 1000 pièces, quand les standards en parfumerie sont plutôt autour de plusieurs centaines de milliers de flacons. On est chez moi en Corse, dans mon maquis. Donc je suis entouré de maquis, de montagnes. Donc essence de lentisque, ce mélange de sève, de résine, de chaleur. J'ai imaginé Corsica Furiosa comme une course dans le maquis. Le Corse Marc-Antoine Corticchiato ne pouvait pas baptiser autrement sa marque que Parfum d'Empire. Et comme un empereur, il décide de tout chez lui. Lorsque je crée un parfum pour ma propre marque, pour Parfum d'Empire, je ne pense pas une seule seconde au public,
à un public précis, homme, femme, tel âge, etc. Je veux raconter une histoire qui va se raconter sur une peau, avec des matières premières naturelles, aussi somptueuses que possible, avec finalement un certain no-limite, un peu une folie quand même. Parfums d'Empire, ce sont 19 fragrances et environ 30 000 flacons vendus par année. Un succès depuis 2003 qui a été suivi par beaucoup d'autres, plus ou moins sincères. Il ne se passe plus un jour sans qu'il y ait une marque de niche qui se crée. Et on se rend compte que finalement, dans ce secteur dit du luxe en parfum, que ce soit petite marque ou grande marque, on trouve de tout. Marque de niche n'est plus une garantie de qualité, c'est un fourre-tout aussi. Donc je le dis et je le répète, fiez-vous à votre propre nez. Sentez. Utilisez votre nez pour savoir si vous aimez ou pas, tout simplement parce que le parfum, c'est du plaisir. Bon conseil. Et votre porte-monnaie vous mettra aussi peut-être des limites. Un parfum qui sent bon, le crayon coûte dans les 260 francs pour 100 millilitres. Avec un avantage non négligeable des parfums de niche, quand la bouteille est vide, vous pouvez la remplir à nouveau avec une recharge. On a beaucoup parlé de parfums pour adultes, mais il existe aussi un marché pour les enfants, bien que les spécialistes conseillent d'éviter de mettre des cosmétiques aux enfants. Mais voici, il y a quelques autres toilettes, celles-ci. La plupart sont des produits dérivés de dessins animés. C'est important de savoir ce qu'elles contiennent. Oui, les enfants sont en pleine croissance. Cette fois-ci, nous n'avons pas fait de test. C'est sur la base de leurs ingrédients que la Fédération romande des consommateurs les a classés. Beaucoup de substances allergènes, vous allez le voir, sauf le premier. Et ensuite, ça va par ordre croissant. Sur la base de la déclaration des ingrédients, l'eau de toilette Disney Princess ne contient pas d'allergènes. C'est la même chose pour le pack My Little Pony. Attention toutefois à la craie pour cheveux qui se trouve dans l'emballage. Elle contient 2 substances que les enfants ne devraient pas mettre en contact avec la bouche, de la paraffine et du phénoxyéthanol, une substance potentiellement toxique pour le foie. Le premier produit avec allergène, c'est Masha et son ours. Il contient 3 allergènes, dont notamment du butylphénylméthylpropional, un produit qui serait toxique pour la reproduction. On passe ensuite à 6 allergènes avec l'eau de toilette moins moche et méchant. 6 allergènes aussi pour Ultimate Spider-Man, ainsi que pour l'eau de toilette Gorgeous Ladybird. Les 2 produits Star Wars recèlent aussi 6 allergènes, dont du butylphénylméthylpropional. On retrouve aussi ce butylphényl dans la Reine des Neiges et ses 7 allergènes. Et du butylphényl encore dans l'eau de toilette Soy Luna parmi ses 8 allergènes. Enfin, pour l'eau de toilette Barbie, la FRC repère 9 allergènes dans la liste des ingrédients. Bonsoir Vincent Perret. Bonsoir. Vous êtes toxicologue. Merci de nous éclairer sur les risques potentiels liés à ces allergènes. On dit souvent qu'il ne faudrait pas exposer les enfants à autant d'allergènes. Est-ce qu'il y a un risque pour leur peau ? Alors certainement, les parfums ils font partie d'une catégorie de produits qu'on dit non rincés. Donc on va appliquer le produit sur la peau et il va rester une longue durée. Maintenant, dans leur composition, il y a des substances qui sont sensibilisantes. La plupart des substances qui sentent sont aussi malheureusement sensibilisantes pour la peau. Et une fois qu'on déclare une allergie, exactement, c'est une mémoire qui se crée au niveau de l'enfant. Et chaque fois qu'il sera exposé à une substance qui peut lui déclencher cette allergie-là, eh ben le mécanisme de réaction va se remettre en route. Et c'est très problématique parce que ces parfums-là ne se retrouvent pas que dans les parfums qu'on a mis sur la peau, mais aussi dans les parfums pour les lessives, dans les parfums d'intérieur. Donc, c'est chaque fois des possibilités de se réactiver. Et de réactions dermatologiques, de rougeur jusqu'à de l'eczéma, en fait. Alors, c'est ça, c'est des dermatoses allergiques, de l'eczéma, ça peut être des démangeaisons, mais ça peut aller aussi plus loin et puis finalement arriver sur des réactions allergiques vraiment sérieuses. D'accord. Et le parfum, souvent, même parfois, on le respire un peu quand on nébulise comme ça. Est-ce que là, avec ces parfums pour enfants et les ingrédients qu'on a vus, il y a un risque ? Alors, à partir du moment où on va appliquer le parfum, généralement, ça se fait avec des vaporisateurs. Donc, on peut avoir une forte exposition, mais de court terme. Alors, généralement, ça va plutôt pouvoir déclencher des problématiques d'irritation.
ou bien chez une personne qui est déjà allergique, pouvoir faire des réactions. Mais ce n'est pas le mécanisme principal de déclenchement des allergies de la peau, parce que là, il s'agit vraiment... La notion de permanence de l'exposition est importante. On ne la retrouve pas. Alors, ce qui est incroyable en l'état, c'est qu'il n'existe pas d'autorisation préalable de mise sur le marché pour les produits cosmétiques. Ce sont les fabricants qui doivent garantir que leurs produits ne présentent aucun danger pour la santé. Et vous avez été surpris de trouver dans la plupart de ces parfums une substance qu'on a nommée, qui est le butylphénylméthylpropional, on y arrive. Pourquoi est-ce que ça vous a surpris ? Alors, cette substance, c'est un ingrédient qui n'est pas naturel, c'est une substance de synthèse. Elle est classée reprotoxique, donc elle fait partie... Ce qui veut dire ? Alors, elle fait partie des composés qui peuvent perturber la reproduction. Donc, ce sont des tests qui sont faits sur l'animal, qui a montré cet effet-là. On peut extrapoler sur l'homme. Alors, on le fait pour des questions, finalement, de principe de précaution, mais formellement, c'est une substance qui reçoit le label CMR, donc, sur lequel on doit diminuer, finalement, les expositions. D'accord. Et à partir du moment où on se dit, on veut cibler des enfants avec des produits, à mon sens, au-delà de la légalité, je pense qu'il y a quand même, d'un point de vue éthique, il y a un cahier des charges très particulier qu'on devrait, en tant qu'industriel, adopter, notamment devrait inclure l'absence de ce type de substance. Qui n'est pas interdit d'ailleurs, il faut le dire. La substance n'est pas du tout interdite. Elle est très présente dans la plupart des parfums d'adultes, mais de les retrouver dans des parfums pour enfants, c'est quand même plus inconfortable. Un peu gênant. On pourra dire aux parents d'appliquer peut-être un principe de précaution. Merci beaucoup pour ces explications, Vincent Perret. Et puis, sachez encore un mot sur les parfums. La FRC lancera mi-mars une application sur smartphone qui vous permettra de vérifier à tout moment la composition de vos produits cosmétiques.